Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, je commencerai par vous souhaiter une très bonne année 2010, c'est-à-dire une année pleine de courage, pleine de santé et pleine de bonheur personnel. Ce que j'ai toujours constaté, c'est que quand on était en forme physique et quand on était également dans un climat familial et amical épanouissant, c'était là où on était finalement le plus disponible pour les autres et pour les missions à remplir. Et comme j'attends beaucoup d'entre vous, comme j'attends aussi beaucoup d'efforts de l'ensemble de cette maison, beaucoup d'enthousiasme dans l'action, comme également, si vous le permettez, j'ai beaucoup d'amitié, de considération, d'estime et peut-être d'affection pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous souhaite donc une année 2010 extrêmement épanouissante dans votre vie personnelle, comme d'ailleurs dans votre vie professionnelle. Et cela, monsieur le secrétaire général, il nous revient aussi, avec Jean-Marie Bockel, avec chacune et chacun des membres de nos équipes, de vous donner de quoi vous enthousiasmer pour la très belle mission qui vous est confiée. Je pense, j'ai eu l'occasion de le dire, qu'on ne vient pas par hasard au ministère de la Justice. Que l'on choisisse la carrière de magistrat, celle de greffier, celle de fonctionnaire, je crois que c'est parce qu'on se fait une certaine idée de ce que doivent être les grands équilibres du pays, parce que l'on se fait une certaine idée des valeurs et des principes qui sont ceux de la justice, parce qu'on se fait une certaine idée de la France. Et en pénétrant, parce que cela repose sur les épaules de chacune et de chacun, les missions du ministère de la Justice et des Libertés sont essentielles pour le fonctionnement qui contribue ô combien à ce que l'État puisse remplir totalement ses missions au service de nos concitoyens et puisse en même temps représenter un cap, représenter un pilier de ces valeurs qui sont celles de la République. Alors, effectivement, voici bientôt 6 mois, ou 6 mois un peu passés, qu'avec Jean-Marie Bockel, nous sommes arrivés dans ce ministère de la Justice et des Libertés, 6 mois que nous avons pu, à la fois à travers les contacts dans la centrale, mais également à travers les déplacements que nous avons effectués sur le terrain, mesurer le dévouement, la compétence, la détermination, l'envie d'agir des femmes et des hommes qui ont choisi de consacrer leur vie professionnelle à servir la justice, à servir ce ministère. Je crois que ce professionnalisme n'a d'égal en fonction des activités de chacun que le courage, y compris le courage physique, mais également le courage moral et psychologique, le sens de l'intérêt général de celles et ceux qui font avancer notre justice. Nous savons, Jean-Marie Bockel et moi, que nous pouvons compter sur la loyauté de chacun, sur la détermination, sur l'envie de faire de ce ministère un grand ministère moderne. Et c'est indispensable aujourd'hui. Parce que, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, la justice, c'est bien l'une des grandes missions régaliennes de l'État. Au-delà d'être un ministère régalien, c'est un ministère qui accomplit une mission essentielle pour l'unité de notre pays. Nous le savons tous. Dans les épreuves, qu'elles soient de guerre, qu'elles soient économiques aujourd'hui, notre pays n'est jamais aussi fort, il n'est jamais aussi capable d'avancer, de résister aux pressions que lorsqu'il est uni. Et un pays uni, ça ne se décrète pas. Un pays uni, c'est un pays dans lequel les Françaises et les Français ont envie de partager un destin commun. Et pour avoir envie de partager ce destin commun, eh bien, il faut que chacune et chacun ait le sentiment qu'il est une pierre indispensable dans la construction du pays, que dans le même temps, il est pris en considération, qu'il est traité comme les autres. Et être traité comme les autres, cela suppose d'avoir un certain nombre de règles qui s'appliquent de la même façon à tous.
Et c'est bien là l'objet du droit que nous sommes chargés à la fois d'élaborer, de protéger et de faire appliquer. C'est bien là l'objet de la justice, que de faire en sorte que sur tout le territoire, nos concitoyens comprennent ce que sont ces règles communes et en même temps aient la certitude que ces règles sont appliquées dans le même esprit et avec le même sens de l'équité pour tous. C'est ainsi que nous contribuons, peut-être plus encore que d'autres ministères, à forger cet esprit commun, cette envie de vivre ensemble, cette unité nationale qui a toujours fait notre force. Alors, bien sûr, pour le réaliser, eh bien, il faut que la justice, dans tous ses aspects, soit fidèle à ses valeurs, soit capable en même temps de s'adapter aux défis d'une société qui est toujours renouvelée, parce que c'est une société en mouvement, être capable de relever les grands enjeux qui sont ceux aussi de la mondialisation. Mais les Français veulent en même temps cette justice forte, mais cette justice proche d'eux, capable également de les écouter. Et c'est aussi cela ce que nous avons à mettre en place. Une justice fière de ses valeurs, une justice moderne dans sa façon d'aborder les problèmes, une justice à l'écoute de ce que sont les préoccupations de nos concitoyens. Et je dois dire que grâce à chacune et chacun d'entre vous, au cours de ces derniers mois, mais bien entendu avant même que nous arrivions, parce que c'est une œuvre de longue haleine et qui doit être partagée et commune, chacune et chacun d'entre vous a contribué et a balisé et a marqué les marches de ce chemin, une année de chantier mené au service des Français, et soyez-en assurés, 2010 sera aussi l'occasion de donner un élan encore plus fort à cette volonté commune. Vous l'avez rappelé, ensemble, nous avons déjà mené un certain nombre de chantiers essentiels, chantiers d'ailleurs que la plupart d'entre vous avaient commencé de mener avant même que j'arrive et que nous avons essayé de faire aboutir. Mais ces chantiers correspondent tous finalement aux missions essentielles qui sont celles du ministère de la Justice. Et la première de ces missions, c'est bien entendu de protéger les Français. Et de ce point de vue, la loi pénitentiaire a replacé nos prisons au cœur de la lutte contre la récidive. Parce que protéger les Français, c'est aussi les protéger contre le risque de récidive. La loi contre la récidive criminelle va d'ailleurs renforcer le suivi des criminels dangereux, y compris après leur sortie de prison. Ce texte a été voté par l'Assemblée nationale, il doit l'être prochainement au Sénat et il sera un élément important. Mais au-delà de protéger les Français, c'est également de garantir leur liberté dont nous avons la responsabilité. Et si j'ai souhaité que dans le titre de ce ministère soit rappelée sa vocation de protection des libertés, c'est parce que cela me paraît bien un élément essentiel de la compréhension par les Français de ce qu'est notre mission ici. Le ministère de la Justice et le ministère des Libertés. Ce volet essentiel va se traduire, s'est traduit et va continuer de se traduire par un certain nombre de textes. Et c'est ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité crée effectivement un nouvel instrument de défense des droits et des libertés des citoyens tels qu'ils sont inscrits dans notre Constitution. Bientôt, la création du défenseur des droits en faisant une institution beaucoup plus visible, beaucoup plus forte, avec de nouveaux moyens d'action, permettra de conforter la place et la visibilité de notre ministère dans cette protection des libertés. Mais dans nos missions, il y a également, au-delà du fond, la nécessité de moderniser les moyens de mettre en œuvre ces missions, et c'est le fonctionnement de la justice, un fonctionnement modernisé qui doit être aussi notre préoccupation. La réforme de la carte judiciaire permet d'adapter l'implantation des juridictions aux besoins des justiciables sur
tout le territoire, au besoin également de la qualité de la justice, ne l'oublions jamais, et c'est bien la raison pour laquelle, même si on peut toujours discuter de toutes les réformes, j'ai dit en arrivant ici que les décisions prises ne seraient pas remises en cause, parce que la continuité de l'État, la continuité des décisions de l'État, c'est aussi un des éléments qui permet d'avancer. Alors, quand il y a des problèmes, bien, on essaie de les régler, et je veux remercier Jean-Marie Bockel du travail qu'il fait sur le terrain pour voir là où peuvent être les difficultés et pour les régler, mais sans qu'il y ait de remise en cause des décisions qui ont été prises. Demain, l'application de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature renforcera l'indépendance, l'ouverture, la transparence, l'image du fonctionnement de notre autorité judiciaire. Je pense que c'est là aussi un élément essentiel. Et le texte qui a été adopté au Sénat sera discuté à l'Assemblée nationale au premier semestre de cette année, et je ferai tout pour qu'il soit adopté dans les meilleurs délais pour que cette réforme importante se mette en place. Bien sûr, Monsieur le Secrétaire général, je n'ai pas tout dit de ce qui avait été fait au cours de cette année 2009. Vous en avez rappelé des éléments, vous en avez oublié aussi. Tout ceci prouve simplement une chose, c'est que les uns et les autres, vous avez beaucoup travaillé. Mais si je mesure les efforts que vous avez accomplis, vous savez, avec moi, c'est toujours la même chose, c'est pour vous en demander encore davantage. Que les choses soient claires, vous avez prouvé que vous étiez capable de faire ça, donc vous êtes capable de faire encore plus. Et en 2010, je veux faire de cette formidable énergie que vous avez déployée en 2009 le moteur du changement. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, je crois que la première des choses, c'est de toujours savoir porter un regard sur la façon dont on est perçu par les autres. Et je crois important, effectivement, que de temps en temps, nous sachions nous poser pour écouter, sans que ce soit masochiste d'ailleurs, un peu la façon dont nous sommes perçus. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que nos concitoyens, même s'ils ont bien le sentiment que la justice est quelque chose d'essentiel, ont une vision du fonctionnement de la justice qui est un peu critique, disons, en la trouvant souvent trop lente, même si des progrès ont été faits au cours de ces dernières années, en la trouvant peu réactive, un peu décalée par rapport aux évolutions de la société. Ils la souhaitent finalement à la fois plus proche, plus réactive, mais également plus respectueuse de leur liberté. Alors, que cela corresponde à une réalité ou à une image, peu importe, c'est un problème que nous avons, et pour cela, il faut effectivement continuer d'agir. Et cette justice qui soit non seulement respectée, mais je dirais reconnue et admirée par tous, c'est celle que j'ai envie de construire avec vous. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement commencer par savoir rénover le fonctionnement de notre justice. De toute notre justice. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister, même s'il n'est pas marqué dans le texte qu'on m'avait fait, c'est que nous ne sommes pas simplement le ministère de la justice pénale. Nous ne sommes pas le ministère du droit pénal. Nous sommes le ministère de tout le droit. Nous sommes le ministère de toute la justice, civile comme pénale, administrative, constitutionnelle. C'est quelque chose d'essentiel et qu'il faut garder à l'esprit, même si, je le sais bien, les médias font qu'on est souvent plus focalisé sur les problématiques de la justice pénale. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que c'est l'ensemble de la justice que nous devons faire évoluer. Alors, bien sûr, puisqu'on en parle, c'est celle de la justice pénale, bien entendu. Et il est vrai que ça peut être parfois un point d'application, ça porte bonheur, hein, c'est du verre cassé. C'est vrai que ça peut être aussi une façon de montrer l'esprit dans lequel nous travaillons. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que nous avons, très franchement, un code de procédure pénale en particulier qui est devenu illisible. Illisible à force de réformes, et de réformes la plupart du temps partielles, illisible aussi, soyons-en conscients, parce qu'il est rédigé d'une façon illisible. Et moi, je me dis toujours que quand je suis obligée de relire 4 fois un article d'un code, quel qu'il soit, c'est probablement que j'ai un peu oublié mon métier, mais sûrement que c'est mal rédigé.
Et je pense également à ceux qui n'ont pas du tout fait de droit. Eh bien, notre problème, il est aussi là. Nous devons avoir des textes lisibles, nous devons avoir des procédures qui soient compréhensibles. Et c'est la raison pour laquelle mon premier objectif, c'est de clarifier la procédure pénale et mon deuxième objectif, de renforcer la protection des droits et des libertés à toutes les étapes de la procédure. Oui, je crois que pour clarifier les choses, il faut en finir avec un système où le magistrat est à la fois juge et partie de son enquête. Et c'est ça l'idée. Et il faut repenser, d'ailleurs j'en suis persuadée, entièrement les enquêtes menées par le parquet. De la même façon, il est important que par la création du juge de l'enquête et des libertés, on puisse garantir l'équité et l'impartialité de l'enquête. De nouveaux droits vont être accordés aux parties qui vont leur permettre de contester un certain nombre de décisions qui ont lieu au début de l'enquête, au cours de l'enquête ou à la fin de l'enquête. Je crois que ce sera un bon moyen de vaincre moins l'inertie que la réputation d'inertie qui peut exister dans un certain nombre de cas. Je crois que pouvoir contester les décisions de classement ou de non-lieu, ce n'est pas quelque chose vraisemblablement qui va entraîner beaucoup de remises en cause. Mais je suis persuadée que très rapidement, c'est quelque chose qui permettra effectivement de clarifier la procédure et d'ôter la suspicion qui parfois pèse sur certaines procédures. De la même façon, quand je dis qu'il faut s'intéresser à la garde à vue, limiter le recours à la garde à vue, c'est parce que je pense que la garde à vue, c'est un élément d'enquête et un élément important de l'enquête qu'il faut réserver au cas où cela est effectivement nécessaire et utile. Et ce qui permettra en même temps que ce soit mieux, parce qu'il y aura moins de cas, ce sera mieux accepté et par conséquent, nous retrouverons effectivement la signification prochaine. Mais dans tout cet aspect, finalement, de clarification, moi, ce qui m'importe, c'est le fond, mais c'est également la méthode pour y arriver. Et je crois qu'il est important, effectivement, que les choses soient clairement mises sur la table, que tout le monde puisse savoir ce que l'on prépare, puisse donner son avis. Il peut y avoir des avis intéressants et qui doivent être recueillis et qui peuvent connaître une suite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que dès le départ, il y ait plusieurs groupes de travail, un autour du directeur de cabinet, un autour du ministre et de moi-même pour travailler sur ce texte, faisant venir des universitaires, faisant venir des parlementaires de plusieurs groupes politiques, de façon à ce que ce soit réellement quelque chose de discuté. Et à partir du début du mois de février, nous allons commencer des concertations avec tout le monde, avec à la fois les gens de la maison, les syndicats, mais également des gens de l'extérieur. Et je pense que c'est comme ça, effectivement, qu'on peut faire une réforme. Et puis, que l'on se rassure, j'assumerai mes responsabilités. Enfin, si jamais quelqu'un en avait douté. Il est évident que quand la concertation aura eu lieu, eh bien, je déciderai, et c'est moi qui présenterai le texte devant l'Assemblée nationale et le Sénat, et j'en assumerai totalement la responsabilité, mais sur un texte que tout le monde connaîtra et dont on connaîtra les raisons pour lesquelles telle ou telle décision est prise. Je l'espère aussi un texte bien rédigé. En tous les cas, c'est ce que nous essayons de faire, article par article, et il nous arrive effectivement de passer un bon quart d'heure sur une phrase, voire sur un mot, parce que je veux que les choses soient compréhensibles par tout le monde. De la même façon et parallèlement, la réforme de la justice des mineurs nous permettra d'adapter le droit aux réalités de la délinquance des mineurs, parce que soyons clairs, il est évident qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la société de 1945 et que les choses ont changé, et les fonctions que j'ai exercées m'ont permis de voir qu'elles avaient changé, et il faut effectivement, là aussi, avoir des dispositions qui correspondent à ces changements. Je pense que nous aurons là l'occasion de clarification et une occasion également d'adaptation. Je pense que si elle est plus lisible, si elle est plus efficace, la justice des mineurs permettra de mieux s'adapter au profil des mineurs délinquants. Elle permettra sans doute aussi de mieux répondre à la gravité des faits établis et de conforter la vocation éducative de notre maison.
voulais parler de justice pénale, c'est également la justice civile, dont je souhaite qu'elle fasse l'objet de réformes importantes, modernisation de la procédure civile, que la spécialisation des juridictions et des contentieux permettra de renforcer dans le sens d'une meilleure lisibilité. Mais je pense qu'il est important aussi que nous sachions nous moderniser en essayant de développer les modes alternatifs de résolution des conflits, parce que la réalité de notre société, c'est aussi cette juridicisation constante, j'allais dire rampante, mais qui risque également d'être extrêmement étouffante. Et il faudra que nous avancions dans ce domaine. La création d'une procédure participative qui a fait l'objet d'un amendement au Sénat, la modernisation de la procédure d'arbitrage pourront être des voies, mais bien entendu, il faudra continuer. Je vous ai parlé de civil, je vous ai parlé de pénal, je devrais également parler d'administratif, mais comme j'ai parlé de la justice administrative il n'y a pas très longtemps, je n'insisterai pas sur ce point. Mais de toute façon, ce qui est effectivement important, c'est qu'au-delà des procédures, nous modernisions aussi notre droit. Le droit des contrats, le droit des obligations, à mon sens, a besoin également d'être modernisé, à la fois pour s'adapter à un environnement économique qui est extrêmement exigeant et qui est profondément transformé par la mondialisation. Il doit être également adapté pour être mieux compréhensible par tout citoyen, puisque tout citoyen, dans sa vie, va avoir à utiliser, qu'il en ait conscience ou non, le droit des contrats et le droit des obligations. Et là aussi, je veux une écriture qui soit compréhensible par tout le monde. Dans le même esprit, il est important aussi, dans un monde où finalement les gens sont assez anxieux parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait, je pense qu'il est essentiel de sécuriser, de moraliser les relations contractuelles en permettant notamment aux parties, en cas d'inexécution grave des obligations, de résoudre elles-mêmes le contrat sans passer par le juge, en adaptant le régime des nullités, en créant la notion de violence économique pour mieux protéger la partie la plus faible, parce qu'évidemment, quand vous parlez aux citoyens moyens de la clause léonine, je ne suis pas sûre exactement qu'il ait une totale conscience de ce que cela peut représenter. Il y a là un certain nombre de pistes, des pistes que je souhaite développer avec vous, parce que ça me paraît un élément important de la cohésion nationale, mais également du dynamisme économique de notre pays. Ne l'oubliez pas, en faisant le droit, en faisant la justice, nous participons aussi à la capacité de notre pays à se moderniser sur le plan économique, et dans la compétition internationale, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et c'est bien dans le même état d'esprit que je veux donner aux professions du droit les moyens d'affronter les défis de la modernité, parce qu'on a besoin des professions du droit, de toutes les professions du droit, pour pouvoir effectivement faire du droit le pilier de notre société. Ma responsabilité, c'est donc de les conforter dans leur compétitivité. Vous avez parlé des avocats. Je crois effectivement que l'acte contresigné par un avocat peut renforcer la sécurité juridique des actes quotidiens, et je me réjouis effectivement d'avoir pu faire comprendre aux notaires et aux avocats que finalement il y avait une place pour chacun et que l'on devait aussi avancer. Dans la concurrence internationale, il existe aujourd'hui une politique de place pour renforcer la compétitivité financière de Paris. Eh bien, je veux faire la même chose. Dans le domaine juridique, je veux renforcer la compétitivité juridique de Paris en ayant une politique de place pour Paris sur le plan juridique. Bien entendu, c'est l'ensemble des professions du droit qui doivent participer à cela, et je pense qu'il y a un point important pour nous tous. C'est finalement de recréer l'idée de la communauté de juristes. Avoir l'idée que les juristes ont en commun, quoi qu'ils fassent, une mission semblable dans l'ensemble de notre société. Il n'est pas question, bien entendu, de les fusionner. Je sais qu'il y a eu des projets ou des idées en ce sens.
on y a renoncé, et je pense effectivement que c'était sans doute sage. Mais pour autant, il faut que les professions sachent dialoguer avec elles, comme j'ai pu le faire entre les notaires et les avocats. Il faut le faire à tout niveau, et de ce point de vue, je crois qu'il faut que nous ayons la mise en place d'une formation commune, et c'est un point qui doit nous permettre effectivement d'avancer. De la même façon, il faut que les uns et les autres sachent utiliser les technologies les plus modernes et qu'elles marchent, monsieur le secrétaire général. Et de ce point de vue, il faut effectivement les convaincre que la généralisation de la dématérialisation, c'est aussi quelque chose qui permet de renforcer l'efficacité et la réactivité. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je crois que les ressources humaines du ministère, dont je disais tout à l'heure combien, avec Jean-Marie Bockel, nous les apprécions, je pense que les ressources humaines du ministère doivent aussi être concernées par ce mouvement. Au-delà de l'association de tous, notamment à travers la charte du dialogue social que je vous ai demandé de mettre, je pense qu'il y a des éléments sur lesquels nous devons travailler pour permettre d'enrichir les carrières, pour permettre de recentrer chacun sur son cœur de métier, non pas pour limiter ses compétences, mais pour les exploiter au maximum, pour reconnaître à chacun l'importance de ce qu'il fait, mais également pour permettre, pour ceux qui le veulent, de pouvoir aller vers d'autres carrières. Je souhaite que toute la dimension de la promotion professionnelle, je souhaite que toute la dimension de la formation continue, je souhaite que toute la dimension de la mobilité, y compris dans d'autres administrations, y compris à l'extérieur de l'administration, y compris à l'international, soit réellement développée et prise en compte. Je veux que chacun, en arrivant dans cette maison, sache que quel que soit le niveau auquel il démarre, il pourra arriver à votre place, monsieur le secrétaire général, par ses efforts, sa volonté, sa formation, son ouverture. Je souhaite vraiment qu'il y ait cet état d'esprit dans cette maison, que quand on veut, on peut, et que nous sommes là, les uns et les autres, pour permettre à chacun de développer au maximum ses capacités, et pour ça, permettre d'avoir des carrières diversifiées, de façon à ce que quand on arrive au sommet, eh bien, on sache ce que fait chacun, qu'on connaisse pratiquement toutes les dimensions. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je vous parlais tout à l'heure d'unité nationale. Je pense que l'unité nationale, c'est aussi ça, savoir que quand on veut participer au plus haut niveau, eh bien, on peut le faire, quelle que soit son origine. Enfin, pardon, j'ai été très longue, mais après tout, je ne vous vois pas tous ensemble si souvent, et je voulais vous dire un peu ce qu'étaient mes grandes orientations, parce que tout ceci va se décliner dans des tas de choses. Mais enfin, je voulais vous dire, en ce début d'année, combien, à mes yeux, il est important de conforter la confiance des citoyens dans leur justice. Je crois que ce renforcement du lien de confiance, de la connaissance entre les citoyens et le ministère de la Justice est quelque chose de tout à fait essentiel pour l'efficacité et le bon fonctionnement de l'ensemble de notre pays. Je crois qu'il est indispensable de favoriser l'aide aux victimes, l'accès aux droits pour chacun, et effectivement, la réflexion sur l'aide judiciaire va en ce sens. Mais je veux aussi ouvrir les portes de notre justice. Cela me paraît essentiel, que les gens voient, comprennent comment les choses se passent, que où qu'ils soient sur le territoire national, ils aient un égal accès à ce qui peut leur être utile du droit et de la justice pour leur vie quotidienne. Je veux faire connaître à la fois la réalité, la diversité, la grandeur du monde judiciaire. Je veux que les Français sachent pourquoi ils peuvent être fiers de la justice de leur pays. Alors, bien entendu, je vais vous demander aux uns et aux autres des efforts en ce sens, des efforts sur la rédaction des textes, des efforts sur la simplification de nos procédures, des efforts de pédagogie pour aller aussi expliquer à l'extérieur et à chacun comment cela fonctionne, pourquoi cela fonctionne, pourquoi les règles sont telles, pour leur démontrer aussi que chacun, effectivement,
et considéré également par la justice. Il y aura un certain nombre d'initiatives en ce sens que je prendrai dans les prochaines semaines et auxquelles je vous demanderai de participer. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai enfin fini. Je veux simplement vous dire une chose, c'est que vraiment, à mes yeux, je voudrais que chacune et chacun d'entre vous en soit persuadé, parce que cela repose sur les épaules de chacune et de chacun. Les missions du ministère de la Justice et des Libertés sont essentielles pour le fonctionnement de l'État et pour le fonctionnement de la République. Alors, je sais, bien entendu, que face à ces ambitions, il y a un certain nombre de difficultés matérielles, parce que j'ai aussi les pieds sur terre, et je suis aussi une élue locale, donc j'entends aussi parler des choses. Et je sais aussi que sur ce plan, l'année à venir ne sera pas simple. Je le sais parce que nous sommes à la fin d'un budget triennal, que nous le prenons, enfin que je le prends aussi tel qu'il est, qu'il pose un certain nombre de problèmes. Je suis persuadée qu'avec aussi un peu d'imagination et de la volonté et l'affirmation d'un certain nombre de principes, nous saurons dépasser un certain nombre de difficultés. Et puis, bien sûr, dès cette année, je vais commencer à discuter le prochain budget triennal. Et ça non plus, ça n'est pas quelque chose qui va être très facile dans la situation générale des finances publiques qui est celle de notre pays. Pour autant, il me revient, et il nous revient sans doute aussi ensemble, de faire la démonstration de ce caractère essentiel de ce ministère et de trouver les moyens qui, effectivement, nous permettront totalement de remplir nos missions. Voilà, mesdames et messieurs, je souhaite, au-delà de tout ça, que cette année 2010 soit pour chacune et chacun d'entre vous celle de la fierté, de la confiance et de l'ambition pour notre justice. Je crois que nous avons, parce que nous appartenons à un très grand ministère, un certain nombre de responsabilités. Soyons dignes de ce que nous sommes et de ce que l'on attend de nous. Soyons fiers de ce que nous pouvons apporter à notre pays. Soyons capables aussi de nous écouter, de dialoguer dans le respect des rôles et des opinions, d'ailleurs, de chacun. Chacun à notre place, mais ensemble, nous défendrons la même vision d'une justice indépendante, porteuse de valeurs, porteuse d'unité et donc de paix civile. Ensemble, nous inscrirons, j'en suis sûre, la justice au cœur de notre société et de nos institutions, et ainsi, nous participerons à la création du rayonnement et de la force de notre pays. Et nous pourrons ensemble être fiers d'avoir bien servi la France. Je vous remercie.